Mis à la porte à 16 ans. 17 ans plus tard, ils m'ont poursuivi pour obtenir un droit de visite afin de contrôler le fonds fiduciaire de 5 millions d'euros de mon fils. Je m'appelle Manon. Si vous me rencontriez aujourd'hui, vous verriez une femme de 33 ans vêtue d'un blazer sur mesure, dirigeant un portefeuille d'hôtel de charme dans le centre de Paris. Vous verriez le regard perçant, la poignée de main ferme et la façon dont je repère les issues de secours dès que j'entre dans une pièce. Vous pourriez penser que je suis né avec cette assurance. Vous auriez tort. La personne que je suis aujourd'hui a été forgée dans un feu très particulier, ou plutôt dans une glace très spécifique. Tout a commencé il y a 17 ans, dans la salle de bain d'une immense propriété à Saint-Nom-la-Bretèche. J'avais 16 ans. Dehors, le vent hurlait, faisant trembler les fenêtres du manoir haussmannien de mes parents. À l'intérieur, je fixais un petit bâtonnet en plastique qui allait ruiner ma vie. 2 barres roses. Je me souviens avoir cligné des yeux, espérant que la deuxième ligne n'était qu'une tache, une erreur, une hallucination. Ce n'en était pas une. Je suis resté assise sur le carrelage froid pendant 1 heure. Mes parents, Pierre-Louis et Constance, étaient au rez-de-chaussée. J'entendais le léger tintement du cristal et le murmure de la télévision. Ils regardaient les nouvelles financières. C'était leur religion. La valeur nette, le rang social et la réputation formaient la Sainte Trinité dans la maison où j'ai grandi. J'étais leur enfant unique, leur investissement, leur trophée. Et je venais de devenir un passif. Je suis descendu. Mes jambes pesaient 1 tonne. Les portes de la bibliothèque étaient ouvertes. Mon père, Pierre-Louis, était assis dans son fauteuil en cuir, lisant un prospectus financier. Ma mère, Constance, arrangeait des fleurs qui coûtaient plus cher que les mensualités de voiture de la plupart des gens. Maman, papa. Ma voix s'est brisée. Pierre-Louis n'a pas levé les yeux. Qu'y a-t-il, Manon? Nous sommes occupés. J'ai quelque chose à vous dire. Constance s'est arrêtée, un lys blanc en suspens dans sa main. Elle l'a senti. Les mères sentent toujours quand la perfection est sur le point de se fissurer. Qu'est-ce que tu as fait? A-t-elle demandé. Son ton n'était pas inquiet. Il était accusateur. J'ai tendu le test. Ma main tremblait si fort que j'ai failli le laisser tomber. Constance l'a pris. Elle l'a regardé comme si je lui avais tendu un rat mort. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Elle l'a simplement tendu à mon père. Pierre-Louis a mis ses lunettes de lecture. Il a regardé le bâtonnet, puis il m'a regardé. Son visage est devenu inexpressif. C'était le visage qu'il affichait quand une action s'effondrait. Il a retiré ses lunettes et les a posées sur le bureau en acajou. « Qui est le père » a-t-il demandé. Sa voix était d'un calme terrifiant. « Thomas » ai-je chuchoté. « Thomas Mercier. »« Le fils Mercier ?» Pierre-Louis a hoché la tête. « Eh bien, c'est fâcheux. Son père est au conseil d'administration du country club. Cela va faire désordre. »« Papa, j'ai peur » ai-je dit en m'avançant, désespéré d'obtenir un câlin, un réconfort, quoi que ce soit qui ressemble à un geste parental. Pierre-Louis a levé la main. « Arrête. Tu n'es plus une enfant, Manon. Tu es un problème, et dans cette maison, nous éliminons les problèmes. »« Qu'est-ce que tu veux dire ? » ?»« Sors, a-t-il dit. Je me suis figé. « Quoi ? Tu l'as entendu ?» a dit Constance en retournant à ses fleurs. Elle coupait les tiges avec une précision violente. Nous avons une réputation à tenir. Le gala de charité est dans 2 semaines. Je ne tolérerai pas qu'une adolescente enceinte se dandine ici en ruinant tout ce que nous avons bâti. Tu es une honte. Mais il neige, ai-je bégayé. C'est une tempête. Où vais-je aller ? Ce n'est pas notre souci, a dit Pierre-Louis. Il s'est levé, est passé devant moi et a ouvert la porte d'entrée. Le vent s'est engouffré dans le couloir, apportant une bourrasque de neige. Il est allé au placard, a saisi un grand sac poubelle noir très résistant et l'a jeté à mes pieds. Tu as 10 minutes pour remplir ça. Ne prends pas les bagages. Les bagages sont pour la famille. Tu es une intrus. Et regardez ma mère. Maman, s'il te plaît. Elle ne s'est même pas retournée. 10 minutes, Manon. Ou j'appelle la police. J'ai grimpé les escaliers en 4,
sanglotant, fourrant des pulls et des jeans dans le sac poubelle. J'ai attrapé mon manteau, une écharpe et les 300 € que j'avais économisés sur mon argent de poche. Quand je suis redescendu, Pierre-Louis se tenait près de la porte ouverte, regardant sa montre. « Tu fais un courant d'air ?» a-t-il dit. Je suis sorti sur le perron. Le froid m'a frappé comme un coup physique. Je me suis retourné une dernière fois. « Je suis ta fille », ai-je dit, ma voix à peine audible par-dessus le vent. « Non », a dit Pierre-Louis en saisissant la poignée. « Tu étais un investissement qui a échoué. » Il a claqué la porte. Le bruit a résonné jusque dans mes os. Je suis resté là un moment, fixant la lourde porte en chêne, attendant qu'il l'ouvre, qu'il dise que c'était une leçon cruelle et qu'il me laisse rentrer. La lumière du porche a clignoté et s'est éteinte. Ils avaient coupé la lumière. Je me suis retourné et j'ai marché dans l'obscurité, traînant mon sac poubelle dans la neige. J'avais 16 ans, j'étais enceinte et sans abri, et je ne savais pas que le pire était encore à venir. Partie 2, le garçon qui a plié. La marche jusqu'à la station-service m'a pris 40 minutes. La neige m'arrivait aux genoux par endroits et mes baskets en toile étaient trempées dès le premier kilomètre. Mes orteils brûlaient, puis sont devenus insensibles. Je gardais ma main sur mon ventre, protégeant la minuscule vie à l'intérieur du vent, chuchotant, « ça va aller. On va s'en sortir. » J'ai atteint la station-service, tremblant si violemment que mes dents s'entrechoquaient. Le caissier, un adolescent qui s'ennuyait, m'a regardé mais n'a rien dit. Je suis allé à la cabine téléphonique. C'était il y a 17 ans, avant que tout le monde ait un smartphone collé à la main. J'avais un vieux téléphone portable, mais mes parents avaient coupé la ligne 10 minutes après ma sortie. J'ai utilisé mes pièces. J'ai composé le numéro de Thomas. Thomas Mercier, le capitaine de l'équipe de rugby, le garçon qui avait juré m'aimer à l'arrière de sa voiture 2 mois plus tôt. Il a décroché à la deuxième sonnerie. « Allô ? Thomas. »« C'est moi, » ai-je dit, retenant mes larmes. Ils m'ont mise à la porte. Mes parents. Ils m'ont viré. Silence à l'autre bout du fil. « Thomas, tu es là ? » Je suis à la station Shell sur la route nationale. Je suis gelé. Peux-tu venir me chercher où ? Est-ce que je peux venir chez toi juste pour ce soir ? Manon. Sa voix semblait toute petite. Ma mère. Elle a trouvé les SMS. Elle sait. D'accord, donc elle sait, ai-je dit, l'espoir renaissant. Ça veut dire que je peux venir ? On peut trouver une solution ensemble, non ? Non, a-t-il dit. Manon, tu ne peux pas venir ici. Mon père est furieux. Il dit que cela pourrait ruiner mes chances pour HEC. Il dit que si je te vois, il me coupe les vivres. J'ai senti le sang quitter mon visage. Thomas, je suis sans abri. Je suis debout dans un blizzard. Je porte ton bébé. Je ne peux pas, a-t-il bégayé. Écoute, peut-être que tu devrais juste aller dans un foyer ou quelque chose comme ça. Je suis désolé, Manon. Vraiment. Thomas, s'il te plaît. Il a raccroché. J'ai fixé le combiné, écoutant la tonalité monotone. C'était le bruit de mon filet de sécurité qui se désintégrait. J'ai rappelé, direct sur messagerie. J'ai rappelé encore. Messagerie. Je me suis effondré sur le sol sale de la cabine téléphonique. Je ne m'étais jamais senti aussi seul de toute ma vie. La réalisation m'a frappé de plein fouet. L'amour, pour des gens comme mes parents et Thomas, était conditionnel. C'était une transaction. Et je n'avais plus rien à échanger. J'ai acheté une bouteille d'eau et un sachet de bretzel avec ma monnaie. Le caissier m'a dit que je ne pouvais pas traîner là, alors je suis retourné dans la nuit. Je ne pouvais pas rester dans cette banlieue chic. La police ici connaissait mon père. S'il me trouvait, il ne m'aiderait pas. Il me conduirait probablement à la limite du département et me déposerait là pour épargner l'embarras à mon père. J'ai marché jusqu'à la gare RER. J'ai attendu 3 heures le dernier train pour Paris. Quand je suis arrivé dans la capitale, il était 2 heures du matin. La ville offrait un autre type de froid. Le vent s'engouffrait entre les immeubles comme s'il chassait des victimes. J'ai trouvé un endroit près d'une grille de ventilation derrière une boulangerie. L'air chaud, sentant la levure et le sucre,
était la seule chose qui m'empêchait de mourir de froid. Je me suis recroquevillé sur mon sac poubelle, serrant mon manteau. Je n'ai pas dormi. J'ai juste regardé les rats courir le long du mur et j'ai prié pour que le matin arrive. Les 3 jours suivants ont été un flou de misère. J'ai vite appris que le monde ne regarde pas une adolescente à la rue avec pitié. Il la regarde avec suspicion ou prédation. J'ai appris à dormir d'un œil. J'ai appris quelles toilettes publiques étaient sûres et lesquelles étaient des pièges. Mon corps lâchait. Je ne mangeais pas assez. Le stress me dévorait de l'intérieur. La 4e nuit, la température a chuté à -5 degrés. J'étais blotti dans ma cachette derrière la boulangerie, tremblant si fort que mes muscles avaient des spasmes. Puis la douleur a commencé. Ce n'était pas une crampe normale. C'était une sensation aiguë, déchirante, au fond de mon abdomen. J'ai haleté, serrant mon ventre. C'était comme si quelque chose se déchirait en moi. Non, ai-je chuchoté. Non, s'il vous plaît, pas ça. J'ai essayé de me lever pour trouver de l'aide, mais mes jambes se sont dérobées. Je me suis effondré sur le pavé glacé. La douleur venait par vagues, aveuglante et brûlante contre le froid glacial. J'ai senti une humidité se répandre dans mon jean. Une humidité chaude et collante. J'ai crié, mais ma voix n'était qu'un râle. Le monde a commencé à tourner. Les lumières de la ville se brouillaient en traînées de néon. Je mourais. Je le savais. J'allais mourir ici, seul dans une ruelle. Juste un autre déchet que mes parents avaient jeté. La dernière chose que j'ai vue avant que l'obscurité ne m'emporte fut une paire de bottes en cuir coûteuses s'arrêtant devant mon visage. Je me suis réveillé avec une odeur d'antiseptique et de lavande. Pendant une seconde, j'ai cru être de retour dans ma chambre chez mes parents, et que la semaine passée n'avait été qu'un cauchemar. Mais j'ai essayé de bouger et mon corps a hurlé. Chaque muscle me faisait mal et il y avait une douleur sourde et creuse dans le bas de mon ventre. J'ai ouvert les yeux. J'étais dans une pièce au mur jaune pâle. Ce n'était pas une chambre d'hôpital, pas exactement. Cela ressemblait à une chambre d'amis convertie en clinique. J'avais une perfusion dans le bras. Une femme était assise dans un fauteuil près de la fenêtre, lisant un livre. Elle semblait avoir la soixantaine, élégante avec des cheveux argentés coupés en un carré strict. Elle portait un pull en cachemire qui coûtait probablement plus cher que ma vie. C'était Viviane. « Tu es réveillé ?» a-t-elle dit en fermant son livre. Sa voix était celle que j'avais entendue dans la ruelle. « N'essaie pas de t'asseoir. Tu as perdu beaucoup de sang. »« Où suis-je » ai-je croassé. Ma gorge était comme du papier de verre. « Tu es dans ma maison d'amis » a-t-elle dit. « Je suis propriétaire de la boulangerie derrière laquelle tu dormais. Mon chien Henri t'a trouvé. » Ou plutôt, il a refusé d'arrêter d'aboyer jusqu'à ce que je regarde derrière la benne à ordures. « Le bébé » ai-je chuchoté, ma main se déplaçant automatiquement vers mon ventre. Il semblait différent, plus plat, plus vide. « Est-ce que le bébé va bien ?» Le visage de Viviane s'est adouci. C'était la première fois que je voyais l'acier dans ses yeux fondre un peu. Elle s'est levée et s'est approchée du lit, prenant ma main. Sa main était chaude et sèche. « Manon » a-t-elle dit. Elle connaissait mon nom parce qu'elle avait regardé dans mon sac à dos. Le médecin est passé. Tu as fait une fausse couche sévère. Elle était incomplète. Il a dû intervenir pour te sauver la vie. Tu as perdu trop de sang. Et avec l'hypothermie et la malnutrition. Elle n'a pas fini sa phrase. Elle n'avait pas à le faire. Le silence dans la pièce était lourd et suffocant. Non, ai-je pleuré. Un sanglot s'est arraché de ma poitrine, brut et laid. Non. Non, non. Je suis tellement désolé, a dit Viviane en serrant ma main. C'est ma faute, ai-je pleuré. Je n'ai pas pu le garder au chaud. Je n'ai pas pu le protéger. Arrête ça, a dit Viviane fermement. Ce n'est pas ta faute. C'est la faute des gens qui ont mis une enfant à la rue en plein hiver. Qui sont-ils, Manon? Je ne pouvais pas parler. Je me suis juste recroquevillé en boule et j'ai hurlé. J'ai pleuré pour le bébé que je ne tiendrai jamais dans mes bras. J'ai pleuré pour le prénom que j'avais choisi, Léo. J'ai pleuré pour l'avenir qu'on m'avait volé. J'ai pleuré jusqu'à ce que je n'ai plus de larmes, juste une toux sèche. Viviane est restée avec moi tout le temps.
Elle n'a pas essayé de me faire taire. Elle m'a laissé faire mon deuil. Quand je suis finalement devenue silencieuse, fixant le plafond avec des yeux brûlants, elle a parlé à nouveau. Le médecin a dit qu'il y avait des complications, a-t-elle dit doucement. Les dommages à ton utérus étaient importants. Il ne pense pas que tu pourras mener une grossesse à terme à l'avenir. C'était le deuxième coup, atterrissant droit sur le bleu du premier. J'avais 16 ans et ma maternité avait pris fin avant de commencer. Je me sentais vidé. Une coquille vide. Pourquoi m'avez-vous sauvé, ai-je demandé en la regardant. Vous auriez dû me laisser mourir. Viviane m'a regardé avec une intensité qui m'a effrayé. Parce que j'ai vu ton visage dans cette ruelle. Tu n'attendais pas de mourir. Tu te battais. Même inconsciente, tes mains étaient des poings. J'aime les battantes. Je n'ai rien, ai-je dit. Mes parents m'ont viré. Le père du bébé m'a abandonné. J'ai 300 € et un sac poubelle de vêtements. Tu as la rage, a dit Viviane. Et la rage est un carburant puissant si tu sais comment le raffiner. Elle a marché jusqu'à la fenêtre et a regardé le jardin enneigé. J'ai une proposition pour toi. Tu peux rester ici. Tu peux guérir. Je te nourrirai, t'habillerai et t'éduquerai. Mais rien n'est gratuit. Tu travailleras pour moi. Tu apprendras mon métier. Je possède 6 hôtels de charme dans cette ville, et je suis fatigué d'être entouré de béni-oui-oui incompétents. Pourquoi, ai-je demandé. Parce que je n'ai pas d'enfant, a dit Viviane en se tournant vers moi, et tu n'as pas de parents. Nous sommes un assortiment de choses brisées. Mais je crois que nous pouvons faire quelque chose de formidable avec ces morceaux. Elle est revenue vers le lit et m'a regardé. Le temps des pleurs est terminé, Manon. La vengeance coûte cher. Si tu veux leur faire payer ce qu'ils ont fait, tu dois te lever, devenir intelligente et devenir riche. Marché conclu. J'ai regardé cet inconnu, cet ange en cachemire qui parlait comme un général. J'ai pensé à Pierre-Louis fermant la porte. J'ai pensé à Thomas raccrochant le téléphone. J'ai pensé à mon bébé gelant dans le noir. J'ai essuyé mon visage. Je me suis assise, grimaçant de douleur. J'ai regardé Viviane dans les yeux. Apprenez-moi, ai-je dit. Les 5 années suivantes furent un mélange d'épuisement et d'apprentissage. Viviane ne croyait pas à la charité. Elle croyait à l'entraînement militaire. Dès que j'ai pu marcher sans grimacer, elle m'a mise au travail. J'ai commencé comme femme de chambre dans son hôtel phare, le Sterling. J'ai récuré des toilettes, changé des draps et appris que les personnes invisibles sont celles qui voient tout. J'ai appris quels clients trompaient leurs conjoints, quels hommes d'affaires mentaient sur leurs actifs, et comment un reçu laissé négligemment pouvait détruire un mariage. L'information est une monnaie, m'a dit Viviane un soir au dîner. Nous mangions dans sa salle à manger sous un lustre qui valait plus que la voiture de mes parents. Il faut toujours en savoir plus que la personne en face de toi à table. Du ménage, je suis passé à la réception, puis à la comptabilité. Viviane m'a appris à lire un bilan jusqu'à ce que les chiffres dansent dans mon sommeil. Elle m'a appris à repérer un mensonge dans la facture d'un fournisseur. Elle a payé pour mon équivalent du baccalauréat, puis mes cours du soir en gestion d'entreprise. Je n'allais pas aux fêtes. Je n'avais pas de petits amis. Je travaillais. J'étudiais. Je m'aiguisais comme une lame. Quand j'ai eu 20 ans, le vide en moi a recommencé à faire mal. J'avais de l'argent maintenant. J'avais la sécurité, mais le silence dans mon appartement était assourdissant. Je ne pouvais pas avoir d'enfant. Le médecin avait eu raison à ce sujet. Mais j'avais toujours un cœur de mère battant dans une poitrine stérile. C'est là que j'ai trouvé Félix. Viviane avait des relations partout, y compris dans les services sociaux. Elle m'a parlé d'un garçon, 4 ans, qui avait été ballotté dans 3 foyers. Il était difficile, disait le rapport. Silencieux, observateur. Je suis allé le rencontrer. Il était assis dans le coin d'une salle de jeu bruyante, empilant des blocs avec une concentration intense. Il avait des cheveux noirs en bataille et des yeux qui semblaient trop vieux pour son visage. Il ressemblait à ce que je ressentais. Je me suis assise à côté de lui. Je ne lui ai pas parlé comme à un bébé. Je lui ai juste tendu un bloc. Il m'a regardé, m'évaluant. Il a pris le bloc. Nous avons construit une tour ensemble. Quand elle est tombée,
il n'a pas pleuré. Il m'a juste regardé, attendant de voir si j'allais partir. On peut la construire plus haut, ai-je dit. Il a hoché la tête. Le processus d'adoption a été brutal pour une femme célibataire de 20 ans, mais Viviane a graissé les rouages. Elle a engagé les meilleurs avocats. Quand j'ai ramené Félix à la maison, il n'a pas parlé pendant un mois. Mais une nuit d'orage, il a rampé dans mon lit et s'est blotti contre mon dos. J'ai tenu sa petite main et pour la première fois depuis la ruelle, le froid en moi a commencé à fondre. Je l'ai élevé différemment. Je ne lui ai pas caché le monde. Je lui ai appris ce que Viviane m'avait appris. À 10 ans, il savait comment fonctionnait la bourse. À 12 ans, il codait. Il était brillant, d'une intelligence terrifiante, et férocement protecteur envers moi. Il savait que j'avais des secrets, des zones d'ombre dans mon passé, mais il n'a jamais insisté. Nous étions une équipe. Nous contre le monde. Puis l'année dernière, Viviane est décédée. Elle m'a tout laissé. Les hôtels, la boulangerie, la maison, la fortune. Elle m'a aussi laissé une lettre. Elle était courte. Manon, tu es prête. Tu as construit la forteresse. Maintenant, décide ce que tu veux faire avec les lots à la porte. Je t'aime, V. Je l'ai enterré à côté de l'emplacement vide que j'avais acheté pour Léo, mon fils non-né. Je me suis tenu là sous la pluie, tenant la main de Félix. Félix avait 17 ans maintenant, plus grand que moi, avec un esprit comme un superordinateur. Et maintenant, maman, a-t-il demandé. J'ai regardé les pierres tombales. Puis j'ai regardé la silhouette de Paris au loin. Quelque part dans cette ville, mes parents vivaient encore leurs mensonges. Thomas était toujours là dehors. Il m'avait oublié. Il pensait que j'étais morte ou brisée. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui. 17 ans se sont écoulés depuis qu'on m'a mise à la porte. J'ai 33 ans. Félix en a 17. Nous étions assis dans mon bureau au 45e étage donnant sur la Défense. Le bureau était élégant, moderne, fait de verre et d'acier. Tout ce que la maison de mes parents n'était pas. Le brevet est approuvé, a dit Félix en tournant son ordinateur portable. Et l'offre d'acquisition de Techstream vient d'arriver. J'ai regardé l'écran. Le chiffre était magnifique, 5 millions d'euros. Félix avait développé un logiciel prédictif pour la logistique hôtelière, quelque chose qu'il avait construit en me regardant travailler. C'était brillant. Et parce qu'il était mineur, l'argent irait sur un compte bloqué. 5 millions, ai-je dit en sifflant doucement. Tu es un homme riche, Félix. Nous sommes riches, a-t-il corrigé. Il m'a regardé, les yeux vifs. Alors, c'est l'heure? J'ai marché jusqu'à la fenêtre. J'avais tout raconté à Félix quand il avait 15 ans. Je lui ai parlé du blizzard, du sac poubelle, du bébé que j'avais perdu. Je lui ai parlé des grands-parents qui le détesteraient juste parce qu'il n'était pas de leur sang. Je ne l'ai pas empoisonné. Je lui ai juste donné la vérité. Il en a tiré ses propres conclusions. Oui, ai-je dit. C'est l'heure. Mais nous devons faire ça bien. Ce sont des narcissiques, Félix. S'ils me voient réussir, ils seront jaloux. Mais s'ils te voient réussir et me voient comme une mère faible et incompétente, ils verront une opportunité. Ils voudront me sauver, a dit Félix, un sourire sombre jouant sur ses lèvres. Et par sauver, ils veulent dire contrôler l'argent. Exactement. Nous devons ressembler à des proies. Je peux jouer le rôle, a dit Félix. Le génie socialement maladroit, naïf, désespéré d'avoir une connexion familiale. Et je serai la mère célibataire dépassée qui a la tête sous l'eau, ai-je dit. Nous devons les attirer dehors. Nous avons besoin qu'ils s'engagent dans le mensonge publiquement. Je me suis retourné vers lui. Es-tu sûr de vouloir faire ça? Ça va être moche. Ils diront des choses terribles sur moi. Ils pourraient te dire des choses terribles. Félix a fermé son ordinateur portable. Il s'est levé et s'est approché de moi. Il me dépassait d'une tête maintenant. Il a mis ses mains sur mes épaules. Maman, a-t-il dit, ils t'ont laissé mourir dans la neige. Ils ont tué mon frère. Je ne veux pas juste les poursuivre en justice. Je veux les détruire. J'ai souri. Ce n'était pas un sourire gentil.
C'était le sourire que Viviane m'avait donné dans la chambre d'hôpital il y a toutes ces années. D'accord, ai-je dit, envoyons l'invitation. La première étape consistait à s'assurer que les loups flairent la piste. Mes parents ne lisaient pas les blogs à potins. Ils lisaient les Échos et le Figaro Économie. Nous devions placer l'appât là où ils chassaient. J'ai appelé Solène. Solène était ma directrice marketing, mais ce titre était une fiction polie. En réalité, Solène était une assassin numérique. Elle pouvait effacer une réputation ou en construire une de toutes pièces en 24 heures. J'ai besoin d'un article de fond, lui ai-je dit. Concentre-toi sur Félix, le prodige de 17 ans. La sortie à 5 millions d'euros. Mais voici l'angle, souligne le manque de figure paternelle. Peint le tableau d'un garçon brillant élevé par une mère qui lutte pour gérer l'ampleur de son succès. Solène a haussé un sourcil. Vous voulez que je vous fasse passer pour incompétente? Patronne, vous êtes la personne la plus compétente que je connaisse. C'est un pot de miel. Solène, fais-le, c'est tout. 3 jours plus tard, l'article était en ligne. Le titre était parfait, une start-up adolescente décroche un contrat à 5 millions d'euros, mais qui tient les clés du coffre? L'article était un chef-d'œuvre de dénigrement subtil. Il louait le génie de Félix, mais citait des sources anonymes questionnant si sa mère, une femme au passé mystérieux et sans diplôme universitaire formel, était équipée pour gérer un tel patrimoine. Il mentionnait que Félix n'avait jamais connu son père et cherchait un mentor. Je connaissais mon père. Il avait des alertes Google configurées pour tout ce qui concernait la richesse parisienne ou les nouveaux riches. Il verrait ça. Je me suis assise dans mon bureau, rafraîchissant mes emails. Mon cœur battait la chamade, non pas de peur, mais d'adrénaline. C'était la sensation d'être à l'affût, attendant que le cerf entre dans la clairière. Tu penses qu'ils vont mordre? A demandé Félix. Il faisait ses devoirs sur le canapé, l'air ennuyé, mais sa jambe sautillait. Ce sont des requins, Félix, ai-je dit. Ils ne réfléchissent pas, ils sentent juste le sang. Cela a pris moins de 6 heures. L'email est arrivé à 16h15. Objet, reprendre contact Félix. 2. Constance.norton@soldinnorton.com. J'ai fixé le nom Constance, ma mère. Je n'avais jamais vu son nom dans ma boîte de réception. Je l'ai ouvert. Très cher Manon, ton père et moi avons été stupéfaits de lire les nouvelles concernant ton fils, Félix. Nous n'avions aucune idée que tu étais encore en ville. Le temps a une façon de filer, n'est-ce pas? Nous avons souvent réfléchi aux circonstances malheureuses de ton départ. Nous avons été durs, peut-être. Nous protégions la famille, mais peut-être avons-nous été trop rigides. Nous aimerions rencontrer Félix. Il semble être un jeune homme remarquable. Clairement, il tient du côté Norton de la famille avec son sens des affaires. Nous devrions dîner ensemble pour le bien du garçon. Il mérite de connaître son héritage. Avec amour, maman. Je l'ai lu à voix haute à Félix. Il a ricané. Très cher Manon, circonstance malheureuse. Ils t'ont viré dans un blizzard. Remarque la formulation, ai-je dit en pointant l'écran. Tiens du côté Norton. Il s'attribue déjà le mérite de ton cerveau. Et où pour le bien du garçon, ça se traduit par nous voulons mettre nos griffes sur lui. Tu vas répondre? Pas encore, ai-je dit. Nous devons les laisser mariner et nous devons attendre le deuxième rat. Le deuxième rat est arrivé le lendemain matin via un DM Instagram. Thomas Mercier-Immobilier. Et Manon, ça fait longtemps. J'ai vu l'article sur ton gamin. Waouh. Écoute, je sais que les choses se sont terminées bizarrement entre nous, mais je n'ai jamais cessé de penser à toi. Si Félix est, tu sais, le mien, je pense que je devrais être impliqué. Chaque garçon a besoin de son père. Allons prendre un café. Les choses se sont terminées bizarrement, ai-je chuchoté en secouant la tête. Il m'a raccroché au nez alors que je mourais de froid. J'ai attendu un autre jour, puis j'ai répondu aux deux. Je me suis assuré que ma frappe soit un peu frénétique. Mon ton désespéré pour Constance, maman, je ne sais pas quoi dire. Ça a été si dur de faire ça toute seule. Félix est difficile à gérer et cet argent, ça fait peur. Je ne sais pas à qui faire confiance. Peut-être que vous voir serait bien. Ah Thomas, je suis tellement confuse en ce moment. Mais peut-être as-tu raison.
Félix a besoin d'une figure paternelle. Il est tellement perdu. J'ai envoyé les messages. Le piège était armé. Nous avons convenu de nous rencontrer au Bœuf Doré, une brasserie qui empestait le vieil argent et le cholestérol. Je me suis habillé avec soin. Je portais une robe légèrement démodée, et je m'étais coiffé moi-même, laissant quelques mèches rebelles. Je voulais avoir l'air d'essayer trop fort, mais d'échouer à garder le cap. Félix portait un costume une taille trop grande, lui donnant un air vulnérable et enfantin. Il a remonté ses lunettes sur son nez. « Que le spectacle commence » a-t-il demandé. « Que le spectacle commence » ai-je dit. Nous sommes entrés. Pierre-Louis et Constance étaient déjà assis dans un box au coin. Ils semblaient plus vieux. Les cheveux de Pierre-Louis étaient blancs, et le visage de Constance était tiré par un lifting de trop. À côté d'eux était assis Thomas. Il avait pris du poids, ses jours d'athlète universitaire loin derrière lui, remplacé par le léger embonpoint d'un homme qui boit trop de bière artisanale. Quand ils nous ont vus, Constance s'est levée et a poussé un hoquet théâtral. « Manon. Oh, regarde-toi. » Elle m'a prise dans ses bras. C'était comme serrer un mannequin. Elle sentait le jean coûteux et le jugement. « Et voici sans doute Félix » a dit Pierre-Louis en se levant et en tendant la main. Il n'a pas regardé le visage de Félix. Il a regardé la montre coûteuse de Félix. « Un plaisir, mon garçon. »« Bonjour » a dit Félix en regardant ses chaussures. « J'ai beaucoup entendu parler de vous. »« Que du bien, j'espère » a dit Thomas en s'avançant avec un sourire huileux. « Salut, bonhomme. Je suis Thomas, un vieil ami de ta maman. » Nous nous sommes assis. Le dîner fut un cours magistral de manipulation. « Alors, 5 millions d'euros, a dit Pierre-Louis en coupant son steak. C'est une responsabilité significative pour un jeune de 17 ans. Et pour toi, Manon? Comment structures-tu la responsabilité fiscale? Je ne sais pas, ai-je bégayé en prenant une gorgée d'eau. C'est tout si compliqué. Je pensais juste le mettre sur un compte épargne. Pierre-Louis a grimacé visiblement. Un compte épargne. Mon Dieu, Manon. L'inflation va te manger tout cru. Tu as besoin d'un portefeuille diversifié. Des fiducies, des montages offshore. Nous pourrions aider, a interjeté Constance doucement, plaçant une main sur mon bras. Ton père est un magicien avec ces choses-là. Nous pourrions mettre en place une fondation familiale, garder l'argent en sécurité. Pour Félix. Et tu sais, a ajouté Thomas en se penchant vers Félix. L'argent c'est super, mais tu as besoin de conseils sur comment être un homme. Félix, le sport, les filles, le réseautage. Je pourrais t'apprendre les ficelles. Félix a levé les yeux, écarquillé. Vraiment? Tu ferais ça? Je n'ai jamais eu de papa pour m'apprendre des trucs. Bien sûr, a dit Thomas en bombant le torse. C'est à ça que sert la famille. Je les regardais. Ils salivaient presque. Ils n'ont pas posé de questions sur ma vie. Ils n'ont pas demandé comment j'avais survécu à la neige. Ils n'ont pas demandé quels étaient les hobbies de Félix. Ils voyaient juste un chéquier sur pattes. Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour lui, ai-je dit, forçant une larme à perler dans mon œil. Je me sens tellement dépassé. Chut, a apaisé Constance. Nous sommes là maintenant. Nous allons nous occuper de tout. Nous devons juste rendre ça officiel. Officiel, ai-je demandé. Une tutelle légale, a dit Pierre-Louis. Juste pour le côté financier, pour protéger le garçon. J'ai baissé les yeux pour cacher mon sourire en coin. 2 jours plus tard, le coursier est arrivé à ma maison de location, un modeste 3 pièces en banlieue que j'utilisais comme décor de théâtre. J'ai signé pour l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait un document assez épais pour assommer un cheval. L'accord de fiducie familiale Norton. Je l'ai emmené à mon vrai bureau où Maître Hérault, mon avocat, attendait. Hérault était un requin en costume 3 pièces, le genre d'avocat qui mangeait les autres avocats au petit déjeuner. Lisez-le-moi, ai-je dit en me versant un café. Hérault a feuilleté les pages, gloussant sombrement. C'est audacieux. Je leur accorde ça. Clause 4, Pierre-Louis Norton devient l'unique administrateur des biens de Félix jusqu'à ce que Félix ait 25 ans.
Clause 7. Manon Norton renonce à tout pouvoir de décision concernant l'éducation et la résidence de Félix. Clause 12. Frais administratifs de 5% annuels payables à l'administrateur. 5%. Géry. Il veut facturer son petit-fils pour lui voler son argent. Ça devient meilleur, a dit Hérault. Il y a un dossier séparé ici de Monsieur Thomas Mercier. Il demande une reconnaissance volontaire de paternité. Il veut être inscrit sur l'acte de naissance. Il pense qu'il peut juste signer un papier et devenir père? Si vous êtes d'accord, oui. Et s'il est le père légal, il a son mot à dire sur la garde et la gestion financière. J'ai décroché le téléphone. J'ai appelé Pierre-Louis. Allô, papa, ai-je dit. Manon, a-t-il répondu. As-tu signé les papiers? Je peux faire venir le notaire chez toi. Je les ai lus, ai-je dit. Je ne peux pas signer ça, papa. Ça te donne le contrôle total. C'est l'argent de mon fils. Le ton a changé instantanément. La voix chaleureuse de grand-père a disparu. Le monstre corporatif froid est revenu. Manon, ne sois pas stupide, a claqué Pierre-Louis. Tu es une décrocheuse scolaire qui a eu de la chance. Tu ne sais pas gérer cette richesse. Tu vas ruiner ce garçon. Signe les papiers ou nous prendrons des mesures. Quel genre de mesures? Nous saisirons le tribunal. La voix de Constance est venue par le haut-parleur. Elle écoutait. Nous poursuivrons pour obtenir des droits de visite des grands-parents. Nous prouverons que tu es inapte. Nous raconterons au tribunal ton passé, ta fugue, ta vie dans la rue. Aucun juge ne laissera un mineur millionnaire entre les mains d'une femme instable. Et je demande la paternité, a crié Thomas en arrière-plan. Ils étaient tous ensemble. Je suis son père. J'ai des droits. Vous menacez de me poursuivre, ai-je demandé, gardant ma voix tremblante. Nous faisons ce qui est nécessaire, a dit Pierre-Louis. Nous avons les avocats, Manon. Nous avons l'argent. Tu ne peux pas nous combattre. Signe juste. J'ai besoin de réfléchir, ai-je dit, et j'ai raccroché. J'ai regardé Hérault. Ils ont mordu à l'hameçon. Hérault a fait craquer ses jointures. Laissez-les déposer la plainte. Une fois que c'est dans le système judiciaire, c'est public. Ils ne pourront pas faire marche arrière. L'assignation a atterri sur mon bureau une semaine plus tard. C'était un chef-d'œuvre de fiction. Demandeur, Pierre-Louis et Constance Norton. Intervenant, Thomas Mercier. Défenderesse, Manon Norton. La plainte alléguait que je m'étais enfui avec l'enfant, lui refusant son héritage familial. Elle prétendait que j'étais hostile et instable. Elle exigeait des droits de visite immédiats pour les grands-parents et un test de paternité pour établir les droits de garde de Thomas. Il poursuivait pour avoir accès à un enfant qu'il n'avait jamais rencontré uniquement pour accéder à son compte en banque. Je l'ai montré à Félix. Il l'a lu silencieusement. Son visage était dur. Ils disent que tu t'es enfui, a dit Félix. Ils disent que tu as fui. L'histoire est écrite par les gens qui ont les avocats les plus chers, ai-je dit. Habituellement. Thomas dit qu'il se souvient de la nuit où j'ai été conçu, a lu Félix avec dégoût dans la voix. Il dit qu'il a toujours voulu être père, mais que je l'ai tenu à l'écart. Il ment sous serment, ai-je dit. Parjure. Sommes-nous prêts, a demandé Félix. Nous avons besoin d'une dernière chose, ai-je dit. J'ai besoin que tu ailles au coffre-fort. Prends le dossier bleu. Celui que je t'ai dit de ne jamais ouvrir jusqu'à aujourd'hui. Félix a hoché la tête. Il savait ce qu'il y avait dedans. C'était les munitions. Nous avons passé les 2 semaines suivantes à nous préparer. Nous n'avons pas répondu à leurs offres de règlement à l'amiable. Nous les avons laissés croire que nous étions en panique, terrifiés. Pierre-Louis m'a laissé des messages vocaux qui oscillaient entre la corruption, nous t'achèterons un appartement si tu signes, et les menaces, nous te laisserons sans rien. J'ai sauvegardé chacun d'eux. La date d'audience a été fixée pour un mardi pluvieux de novembre. Je me suis réveillé tôt. Je ne me suis pas habillé comme la mère célibataire dépassée aujourd'hui. J'ai mis mon armure, un tailleur bleu marine impeccable, des talons de 10 cm et des clous d'oreilles en diamant qui étaient vrais. Félix a mis son meilleur costume. Il ressemblait à un jeune PDG.
Nerveux, lui ai-je demandé en ajustant sa cravate. Non, a-t-il dit. Je suis en colère. Bien. Garde ça, mais ne le montre pas avant le bon moment. Nous avons conduit au tribunal dans ma voiture, une Mercedes classe S noire que je gardais habituellement garée au garage quand je jouais le rôle de la pauvre. Aujourd'hui, nous sommes arrivés avec style. En montant les marches, je les ai vus. Pierre-Louis, Constance et Thomas se tenaient près de l'entrée, entourés d'une équipe d'avocats. Ils avaient l'air confiants, suffisants. Quand ils m'ont vu, leurs yeux se sont légèrement écarquillés devant la voiture, puis devant les vêtements. Pierre-Louis a froncé les sourcils. Il a chuchoté quelque chose à son avocat. Il se demandait probablement où j'avais trouvé l'argent pour le tailleur. Il supposait probablement que j'avais déjà pioché dans le fonds fiduciaire de Félix. Manon, a appelé Constance, sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. Il n'est pas trop tard. Nous pouvons régler ça dans le couloir. Signe juste le transfert de gestion. Je me suis arrêté. Je l'ai regardé de haut en bas. Je n'ai pas souri. Je vous verrai à l'intérieur, mère, ai-je dit. Nous les avons dépassés. Les portes de la salle d'audience ressemblaient aux portes de la reine. La salle d'audience était bondée. Solène avait bien fait son travail. Il y avait des journalistes au dernier rang. Une affaire impliquant un adolescent millionnaire de la tech et une querelle de famille de la haute société était du pain béni pour la presse. La juge, une femme sévère nommée juge Patterson, a appelé la cour à l'ordre. L'avocat de Pierre-Louis a commencé. C'était un homme théâtral qui aimait le son de sa propre voix. Il a peint un tableau tragique. Votre honneur, a-t-il tonné. C'est une affaire de famille. À propos d'un grand-père et d'une grand-mère qui ont été cruellement coupés de leur petit-fils bien-aimé. À propos d'un père. Il a fait un geste vers Thomas qui a réussi à avoir l'air triste, point qui s'est vu refuser le droit de connaître son propre fils. La défenderesse, Mademoiselle Norton, a un historique de comportement erratique. Elle s'est enfuie à 16 ans. Elle a caché ce garçon à ses parents par le sang. Nous demandons simplement ce qui est juste, un droit de visite et une surveillance financière pour assurer que l'avenir de l'enfant est protégé. P. Hier Louis a essuyé une fausse larme de son œil. Constance reniflait dans un mouchoir. C'était une performance solide. Puis Thomas a pris la barre. J'aimais Manon, a-t-il menti en regardant le box des jurés. Quand elle est partie, j'étais dévasté. Je l'ai cherché. Je voulais être papa. Quand j'ai vu Félix aux infos, j'ai juste su, c'est mon garçon. Je veux juste être un père pour lui. Je les ai regardés mentir. Je les ai laissés empiler le bois pour leur propre bûcher. Je les ai laissés tout mettre au dossier. Quand ils ont fini, la salle semblait lourde de sympathie pour eux. Les pauvres grands-parents, le père aliéné. La juge Patterson m'a regardé. Mademoiselle Norton, votre défense. Maître Hérault s'est levé. Votre honneur, la défense appelle Manon Norton. J'ai marché jusqu'à la barre. Je me suis assise. J'ai regardé Pierre-Louis. Il m'a souri en coin, pensant qu'il avait gagné. Mademoiselle Norton, a demandé Hérault. Pourquoi vous opposez-vous à la demande de visite et de tutelle des plaignants? Parce que, ai-je dit, ma voix claire et stable, tout leur dossier est basé sur un mensonge biologique et un historique de maltraitance. Objection, a crié l'avocat de Pierre-Louis. Pertinence? Rejeté, a dit la juge. Continuez. J'ai 3 pièces à présenter, ai-je dit. Hérault m'a tendu une télécommande pour l'écran de projection du tribunal. Pièce A, ai-je dit. L'écran s'est allumé. C'était un scan numérique d'une lettre manuscrite. Ceci est une note que mon père a écrite la nuit où il m'a mise à la porte, ai-je expliqué. Il ne me l'a pas écrite à moi. Il l'a écrite à son avocat le lendemain, demandant comment déshériter légalement un mineur. Mon mentor, Viviane, a racheté le cabinet d'avocat des années plus tard et l'a trouvé dans les archives. J'ai lu le texte sur l'écran, elle est un passif. Assurez-vous qu'elle n'ait aucune prétention sur le domaine. Si l'enfant bâtard naît, assurez-vous qu'il n'ait aucune prétention non plus. Un murmure a traversé la salle. Le visage de Pierre-Louis est devenu pâle. Il ne voulait pas d'un petit-fils à l'époque, ai-je dit. Il en veut un seulement maintenant parce que ce petit-fils vaut 5 millions d'euros.
Pièce B. J'ai cliqué sur le bouton. Un nouveau document est apparu. Il était vieux, jauni et scanné. Monsieur Mercier prétend qu'il est le père, ai-je dit en regardant Thomas. Il prétend qu'il veut renouer avec son fils. Il prétend que Félix est sa chair et son sang. J'ai fait une pause. La salle était silencieuse. Ceci est un certificat de décès, ai-je dit. Daté d'il y a 17 ans. 14 janvier. Cause du décès, hypothermie et complications dues à une naissance prématurée. La bouche de Thomas s'est ouverte, mais aucun son n'est sorti. Constance a arrêté de renifler. Le bébé que je portais quand vous m'avez mise à la porte, ai-je dit, fixant directement ma mère, est mort dans une ruelle derrière une boulangerie 3 jours après que vous m'avez claqué la porte au nez. Son nom était Léo. Il est enterré au cimetière Saint-Jude. Emplacement 404. Des halètements ont éclaté dans la galerie. Les journalistes tapaient furieusement. Vous avez tué votre petit-fils il y a 17 ans, ai-je dit, ma voix froide comme la glace. Félix n'est pas de votre sang. Pièce C. J'ai cliqué sur le bouton une dernière fois. Des papiers d'adoption et un résultat de test ADN comparant Félix à Pierre-Louis, obtenu à partir d'un verre d'eau qu'il avait laissé à la brasserie. Solène était très douée pour son travail. Probabilité de lien de parenté, 0%. Félix est adopté, ai-je dit. Je l'ai adopté quand il avait 4 ans. Il n'a aucun lien avec Thomas Mercier. Il n'a aucun lien avec la famille Norton. Vous poursuivez pour avoir un droit de visite sur un étranger. Vous revendiquez la paternité d'un garçon avec qui vous n'avez absolument aucun lien. Je me suis levé dans le box des témoins. J'ai regardé la juge. Ces gens ne veulent pas de famille, votre honneur. Ils veulent un compte en banque. Ils ont abandonné leur propre fille pour qu'elle meure dans un blizzard. Et maintenant, ils essaient de voler un garçon qu'ils ne connaissent même pas. Le chaos fut instantané. La juge Patterson a frappé de son marteau, mais personne ne l'a entendu. Thomas essayait de partir, mais des journalistes bloquaient l'allée. Il s'était parjuré en jurant qu'il était le père dans sa déposition. Pierre-Louis était violet de rage. Il s'est levé, pointant un doigt tremblant vers moi. Tu nous as piégés. Tu nous as laissé croire. Je vous ai laissé montrer au monde qui vous êtes, les jeux coupés. Je ne vous ai pas obligé à me poursuivre. Je ne vous ai pas obligé à mentir. Vous avez fait ça tout seul. Constance s'était effondrée sur sa chaise, semblant vraiment vieille pour la première fois. Elle savait que le statut social auquel elle tenait tant était parti. D'ici ce soir, chaque personne de Saint-Nom-la-Bretèche saurait qu'elle avait mis une adolescente enceinte à la porte en plein blizzard et que le bébé était mort. Elle était une paria. La juge a finalement rétabli l'ordre. Elle a regardé la table des plaignants avec un pur dégoût. Affaire classée, a-t-elle grondé, avec préjudice. Et monsieur Mercier, je vous réfère au procureur concernant votre fausse déclaration de paternité. Monsieur et madame Norton, vous paierez tous les frais juridiques de la défenderesse, et j'émets une ordonnance restrictive permanente. Vous ne devez plus jamais approcher mademoiselle Norton ou son fils. Félix s'est levé à côté de moi. Il a regardé Pierre-Louis. Tu n'es pas mon grand-père, a dit Félix clairement. Nous sommes sortis de la salle d'audience. Les caméras ont flashé, mais je n'ai pas scié. J'ai gardé la tête haute. Nous avons conduit directement du tribunal au cimetière. C'était une journée grise, appropriée pour la fin d'une guerre. Nous nous sommes tenus au-dessus de la tombe de Léo. C'était une petite pierre. Léo Norton. Fils bien-aimé. J'ai posé une main sur le marbre froid. On l'a fait, mon bébé, ai-je chuchoté. Ils ne peuvent plus faire de mal à personne. Félix se tenait à côté de moi. Ça va, maman? Je suis libre, ai-je dit. Et je le pensais vraiment. Pendant 17 ans, j'avais porté le poids de leur jugement, le fantôme de leur rejet. Maintenant, c'était fini. Ils étaient exposés. Les retombées ont été rapides. Pierre-Louis a été évincé de son conseil d'administration en 48 heures. Le country club a révoqué leur adhésion. Ils ont vendu la maison et ont déménagé dans le sud, essayant d'échapper à la honte. Thomas a été inculpé pour tentative de fraude et parjure. Il a eu du sursis, mais sa réputation a été détruite. J'ai gardé les hôtels.
Félix est allé à l'université, puis a abandonné pour lancer sa deuxième entreprise. Nous nous en sortons très bien. Parfois, quand le vent hurle, je pense à cette nuit-là. Je pense à la fille avec le sac poubelle. J'aimerais pouvoir retourner en arrière et lui dire qu'elle survivrait, qu'elle construirait une forteresse, qu'elle trouverait un fils qui vaudrait mieux que n'importe quel lien du sang. Mais je ne peux pas. Alors je vous le dis à la place, la vengeance ne consiste pas à blesser les gens. Il s'agit de s'assurer que les gens qui vous ont blessé ne puissent plus jamais, jamais recommencer. Et parfois, la meilleure vengeance est simplement de leur tendre un miroir et de les laisser voir leur propre reflet.